Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver sur Public Sénat pour un nouveau numéro des Matins du Sénat. Vous allez vivre l'un des temps forts du débat au Sénat sur le projet de loi bioéthique qui est débattu en ce moment à la Haute Assemblée. Il s'agit ce matin de la levée de l'anonymat des donneurs de gamètes, puisque le gouvernement, dans ce texte, propose une levée systématique de l'anonymat pour les donneurs. Et d'ailleurs, les sénateurs sont plutôt défavorables à cette mesure. Ils proposent, eux, une levée partielle de l'anonymat, soumise au consentement du donneur. Je vous propose d'écouter ces débats. Nous passons maintenant à l'amendement 240 rectifié. Monsieur Loïc Hervé. Merci Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, chers collègues. C'est un amendement de suppression de l'article qui est fondé sur ma volonté de ne pas voir le droit changer en la matière. Je comprends les arguments qui ont été évoqués, même à l'instant, par les différents collègues et qui peuvent se fonder sur un besoin légitime de la personne née d'un don. Pour autant, quand on regarde ce qui va venir dans la discussion, si les éléments permettant l'identification sont laissés discrétionnairement entre les mains du donneur au moment du don, on aura la création de régimes différenciés en fonction de la volonté du donneur de se faire connaître ou pas. Et ce faisant, alors que le mot égalité est un mot qui est visiblement pour certains d'entre nous, pas moi pour le coup, mais une forme d'obsession d'offrir les mêmes droits à toutes les personnes nées par le même processus technique, dès lors que l'enfant né d'un don se verra opposer le fait que le donneur, au moment du don, a refusé qu'on lui donne un certain nombre d'éléments, alors il se percutera un mur du refus. Et ces données non identifiantes, moi qui siège à la CNIL, c'est quoi ces données? Enfin, franchement, est-ce que ce sera une réponse suffisante à la soif qui est celle d'un enfant né d'un don? Moi, je souhaite que nous maintenions les principes éthiques qui sont ceux qui ont été à l'origine des différentes lois bioéthiques, qui n'ont jamais été remis en cause. Je souhaite que nous maintenions dans la loi le principe de l'anonymat. Merci. Quel est l'avis de la commission ? Alors, la commission n'a pas méconnu l'ensemble des éléments qui viennent d'être énoncés. C'est effectivement aussi, comme d'habitude, j'allais dire depuis mardi, une décision extrêmement difficile à prendre. Nous avons des intérêts en jeu, ceux des enfants qui peuvent vouloir savoir. Et il y a aussi des enfants, je le répète, et il me semble qu'ils sont majoritaires, qui ne veulent pas savoir. Et ça arrive aussi. Et puis, il y a l'intérêt aussi au respect de la vie privée du donneur. Je rappelle que le donneur, il sera contacté 18 ans, voire un peu plus après avoir fait le don. Et ça peut être une irruption dans sa vie tout à fait néfaste et sans commune mesure avec le geste altruiste qu'il a pu faire. Donc, nous avons tenté de trouver un équilibre qui consistait à permettre, avec ce double cliquet qu'il faut à la fois demander, ce qui sera toujours le cas, et qu'il faut avoir l'accord de la personne qui a fait le don, ce qui permettra par l'intermédiaire de la structure qui sera désignée d'entretenir avec chacun d'entre eux, une discussion, une analyse, une avancée sur ce qu'il convient de faire et vers ce quoi ils doivent s'acheminer l'un et l'autre. C'est un système que nous avons pensé juste et équilibré autant que faire se peut. C'est donc un avis défavorable à la demande de M. Hervé. Merci. Quel est l'avis du gouvernement ? Merci Madame la Présidente. Ce sera un avis défavorable et si vous me le permettez, je vais en expliciter les raisons et me permettre peut-être de revenir, quitte à anticiper sur des débats qui viendront, mais revenir sur quelques-uns des points qui ont été évoqués en discussion générale. D'une part, rappeler tout de même, pour qu'il n'y ait pas de confusion possible, que l'anonymat du don d'éléments et produits du corps humain relève des grands principes qui structurent notre cadre de bioéthique et que celui-ci n'est pas remis en cause. Il n'est pas remis en cause. Ce principe s'exerce entre un donneur et un receveur. Or, l'enfant né d'un don de gamètes constitue un tiers, tant à l'égard du donneur qu'à l'égard du receveur. Donc l'anonymat du don n'est pas remis en cause dans le système que nous proposons. Les pédopsychiatres confirment effectivement la difficulté de se construire dans le secret et la frustration suscitée par ce qui s'apparente à un trou noir dans l'histoire et le récit pour les personnes nées de PMA avec don.
Le gouvernement prévoit donc de compléter le cadre actuel de l'assistance médicale à la procréation avec tiers donneur en accordant aux seules personnes conçues par don anonyme qui le souhaiteront un droit d'accès à des informations relatives au donneur, y compris à son identité. Donc, il n'est pas question de permettre aux donneurs ou aux receveurs de connaître leur identité respective, ni au moment du don, ni ultérieurement. Et personne ne doit faire l'amalgame entre un père et un donneur. C'est un constat qui est consensuel, me semble-t-il, qui a été souligné encore à l'occasion des États généraux de la bioéthique. Donc cette ouverture ne menace en rien la famille fondée sur une filiation juridique et sociale. Un donneur n'est pas un parent, ce n'est pas sa vocation, ce n'est pas ce que nous organisons et ce n'est pas le sens de son geste, mais il est une pièce de l'identité de l'enfant que l'on ne peut pas lui dérober. Mettons-nous, comme vous nous y invitez, Madame la sénatrice, effectivement à la place de l'enfant. Mettons-nous à la place de l'enfant un instant, dont effectivement un certain nombre nous disent, mettons-nous à la place de l'enfant, dont un certain nombre nous disent effectivement qu'ils ont besoin, dans leur construction, dans leur développement, dans leur épanouissement, de connaître l'identité de leur donneur. Mais, Madame la rapporteure, ceux qui ne le souhaiteront pas n'y seront pas obligés. Ceux qui ne veulent pas connaître l'identité du donneur n'auront aucune obligation. Il n'y a pas d'obligation à connaître l'identité de son donneur. Il n'y a pas l'identité de votre donneur dans le paquet d'anniversaire de votre cadeau à votre majorité. Tout comme à l'inverse, connaître l'identité n'est pas un droit à la rencontre. Mais, mesdames et messieurs les sénateurs, le système vers lequel vous êtes en train de vous diriger, du point de vue de l'enfant, consiste à institutionnaliser le fait que certains enfants auront le droit de connaître l'identité de leur donneur, et certains autres, à partir de l'adolescence, moment important de la construction de son identité, commenceront à se poser la question. Et tel un supplice chinois, chaque jour qui passe, chaque semaine, jusqu'à ses 18 ans, se posera la question de savoir si son donneur sera d'accord pour qu'il connaisse son identité. Et patatras, le jour de ses 18 ans, il se verra s'opposer une porte fermée. Le système que vous êtes en train de désinstitutionnaliser, en soumettant la révélation de l'identité à l'accord du donneur, est celui-ci. Il sera délétère pour une grande partie des enfants qui se feront refuser, alors qu'ils ont pu l'espérer tout au long de la construction de leur identité, ils ont pu espérer la révélation du donneur, et la porte leur sera fermée une nouvelle fois à 18 ans. Peu par provocation, vous m'en excuserez, j'ai envie de vous dire, dans ce cas-là, préservons les fameux secrets de famille, ne bougeons pas, ne créons pas une inégalité, un supplice de plus pour ces enfants-là. J'ai dit ce que j'avais à vous dire à cet égard-là. Le projet, par ailleurs, du gouvernement, qui avait été confirmé par les députés, prévoyait que cette réforme ne valait que pour l'avenir et que les anciens donneurs ne seraient pas sollicités, mais qu'ils pourraient, à leur initiative, se manifester auprès de la Commission s'ils sont favorables à la communication de leur identité aux personnes nées de leur don qui en feraient demande. Votre commission a adopté un amendement qui conduit à rechercher les anciens donneurs. Nous aurons l'occasion d'y revenir. Nous avions prévu une campagne qui incitait les anciens donneurs à se rapprocher de la Commission et non pas une systématisation comme vous le prévoyez. Dans les pays, enfin, qui ont déjà modifié leur législation, il est vrai qu'il y a eu une baisse transitoire du nombre de donneurs de gamètes. Ça a pu être observé quand il y a eu des changements de législation. Mais la réalité aussi, c'est que cette tendance s'est inversée, a fini par se stabiliser. La réalité, c'est vrai, c'est que la nature des donneurs, les raisons pour lesquelles ils donnent, changent. Ce ne sont plus les mêmes donneurs. Mais ça ne veut pas dire qu'il y a moins de donneurs. Et je me permets de vous rappeler que l'ouverture de la PMA aux femmes ne nécessite a priori que des spermatozoïdes et non des gamètes féminins. Or, il n'existe aujourd'hui aucune tension sur les spermatozoïdes. Et depuis que les personnes n'ayant pas eu d'enfants ont le droit de donner leurs gamètes, il n'y a plus de pénurie de spermatozoïdes. Voilà, mesdames et messieurs les sénateurs, quelques points sur lesquels nous aurons l'occasion de revenir. Et vous comprendrez que je serai particulièrement tenace sur la question de l'identité du donneur, parce que ça me semble fondamental pour les enfants de ce pays qui seraient nés d'un don. Qu'un avis défavorable sur cet amendement de suppression. Merci, Monsieur le Ministre. Monsieur Longuet, vous avez la parole.
Monsieur Longuet, c'est à vous. Oui, Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, je voulais simplement rappeler que les travaux conduits en matière d'intelligence artificielle, et je vous rappelle que les données échappent au contrôle national, permettront à peu près certainement à tout enfant né d'une conception artificielle de remonter avec une probabilité forte sur son parent, qui n'est certes qu'un donneur, mais qui sera ressenti dans la recherche de l'enfant qui est devenu un adulte comme une explication. Vous avez tout à fait raison de dire qu'un donneur n'est pas un parent. Mais quand on avance en âge, on s'intéresse beaucoup plus à ses parents que lorsque l'on est jeune. Parfois, quand on est jeune, on les subit. Quand on prend de l'âge, on cherche à les comprendre et à savoir d'où l'on vient. D'ailleurs, les généalogues vous le diront, ils sont très sollicités par des gens qui ont largement dépassé l'âge de l'adolescence et des crises post-pubertaires. Simplement, il est assez légitime, quand on est un être humain, de se raccrocher à ses ascendants, à son histoire, à ses racines. Et il y aura pour cela, quoi qu'en dise la loi, un outil qui est le fichage absolu de toutes les données par des systèmes d'hébergement que l'autorité nationale, à cet instant, n'est pas en mesure de garantir à nos citoyens. Alors j'ai presque envie de vous soutenir, Monsieur le Ministre, dans le fait de pouvoir accéder, donc la levée de l'anonymat, parce que de toute façon, un donneur reste un parent, que vous le vouliez ou non. Simplement, c'est un parent qui surgit dans un couple, je ne parle pas de l'enfant, je parle du couple qui l'a voulu, comme un intrus. Et cet intrus peut jouer un rôle considérable dans la maturation de la psychologie de l'enfant conçu. Parce que c'est un intrus qui dérange ceux qui l'ont sollicité, mais c'est un intrus qui rassure celui dont il est l'héritier. Merci. La parole est à Monsieur Jomier. Merci Madame la Présidente. Pour de nombreuses raisons, il nous faut, je crois, tourner la page du secret qui n'est plus adapté aux demandes des enfants, aux demandes de ceux qui sont nés par don et qui produit beaucoup de dégâts. Il faut la tourner avec deux respects. Un respect envers les donneurs, un respect des conditions dans lesquelles s'est effectué le don. Et à cet égard, je soutiens, moi, sans réserve, la position de la Commission, puisqu'on va changer de cadre du don, de recontacter les anciens donneurs pour leur demander s'ils acceptent ce changement de cadre. La seule autre solution serait de détruire ces gamètes, et ça n'est pas souhaitable pour de multiples raisons, et notamment de risque de manque de gamètes. Et il y a un second respect qui est à avoir, c'est celui de l'intérêt supérieur de l'enfant. Et en la matière, respecter l'intérêt de l'enfant, c'est respecter son droit à accéder à ses origines, pour des raisons psychologiques, pour des raisons médicales aussi d'ailleurs. La connaissance des antécédents médicaux va être importante et les données non identifiantes en la matière sont des données identifiantes, c'est très clair. Donc il est inutile de s'accrocher à cette ligne de démarcation. Et il faut le faire, évidemment, sans créer une inégalité entre les enfants. Et donc, sur ce point-là, je soutiens la position du gouvernement, qui est de ne pas créer deux catégories différentes d'enfants, ceux qui auraient droit à accéder à leurs origines et ceux qui ne pourraient pas exercer ce droit parce que le donneur le refuserait. Mais non, si on a appliqué la condition de respect de cadre du don du donneur, il n'y a aucune raison de placer des enfants, des jeunes, dans cette situation-là. Donc voilà, moi je ne soutiendrai évidemment pas cet amendement qui propose d'en rester à un système qui n'est pas efficient et qui provoque beaucoup de malheur, je le dis. C'est peut-être compassionnel, mais il provoque beaucoup de malheur chez des enfants. Merci Madame Doineau, vous avez la parole.
Oui, eh bien, j'appuie les propos de Bernard Jomier. Je voudrais rajouter que moi, j'ai nourri ma réflexion de mon expérience en tant que présidente d'un conseil de famille, où là sont regardées les situations des enfants qui sont nés sous X. Et ces parents qui ont décidé, souvent ces mères seules, qui ont décidé d'accoucher sous X, eh bien, certaines choisissent, et c'est le cas d'un donneur, il choisira de donner ces données non identifiantes ou ces données tout court. Et pour certains enfants, mais c'est absolument nécessaire. Et quand je vois justement la progression, justement à l'adolescence ou en tant qu'adulte, qu'ont ces enfants dès lors qu'ils ont accès à ces données, même si elles sont infimes, mais elles permettent de se construire. Et je vois que dans les conseils de famille, notamment quand on donne dans les premiers jours, justement quand on confie ces enfants à des familles d'accueil, ce qu'on leur demande souvent, c'est de faire un album sur les premiers jours. Mais rien que ces albums qui atterrissent dans les mains d'un jeune qui est en construction, qui passe à sa majorité, qui va devenir un adulte, mais vous verriez un peu comment ils se construisent dès lors qu'ils connaissent leurs premiers jours. Et puis j'ai aussi nourri ma réflexion des propos d'Irène Théry, qui est sociologue, et elle dit ceci. Aujourd'hui, distiller parcimonieusement des renseignements non identifiants, sans paraître se rendre compte de ce raffinement de cruauté, eh bien c'est terrible pour certains enfants. Pas tous, certains ne demandent rien, mais pour ceux qui veulent se construire, c'est effectivement un besoin essentiel, sinon c'est un raffinement de cruauté. Merci, Monsieur Hervé, vous avez la parole. Oui, merci, Madame la Présidente. Monsieur le Ministre, je vais donc évidemment maintenir cet amendement, relever dans la discussion que des éléments de doute persistent sur les conséquences même de ce nouveau droit, et vous dire aussi, demander au gouvernement si a été étudiée la question d'une éventuelle jurisprudence judiciaire ou administrative. À partir du moment où on constitue un droit opposable, est-ce que le juge ne pourra pas, à un moment donné, se poser la question et rétablir le principe d'égalité en passant outre la décision du donneur de révéler ou pas son identité? Merci, Monsieur Delège, vous avez la parole. Merci, Madame la Présidente. J'avoue que c'est un débat qui n'est pas facile. Jusqu'à maintenant, on avait l'anonymat du don parce qu'il s'agissait d'organes. Là, on est dans un cas de figure un peu différent. Il ne s'agit pas de réparer, mais les gamètes contribuent à donner la vie. Et donc c'est normal qu'on se pose la question de savoir si la règle générale applicable au don d'organes est applicable au don de gamètes compte tenu de cette particularité. J'avoue que j'ai une deuxième difficulté, Monsieur le Ministre, c'est qu'on nous explique qu'au fond la PMA, c'est pas très grave pour l'enfant qui peut être conçu sans père, et puis on nous explique après que pour sa construction, il faut quand même qu'il puisse éventuellement avoir accès à ses origines. Et j'avoue que j'ai encore plus de mal à comprendre comment on met tout ça en regard et en cohérence avec l'article 4 sur la filiation. Donc on va avoir accès à un père qui n'est pas un père, mais qui est un géniteur, et on va appliquer un dispositif qui me semble terriblement incompréhensible. Alors, je n'ai pas de réponse à mes questions, mais j'aimerais bien que vous nous aidiez à répondre à toutes ces contradictions. Et c'est dans ce cadre-là qu'effectivement, la position de la Commission cherche à surfer entre les deux, en disant si le donneur ne s'y oppose pas, l'enfant pourrait y accéder, mais on se rend bien compte que ce n'est pas satisfaisant au regard de l'égalité de droit entre les enfants, puisque à ce moment-là, selon que le géniteur s'y oppose ou s'y oppose pas, on n'a pas le même droit. Donc, Monsieur le Ministre, puisque c'est vous qui portez cette loi, auriez-vous la gentillesse de vouloir bien nous expliquer comment vous-même vous levez toutes ces contradictions?
Merci. Monsieur Corbizet, vous avez la parole. Je suis en plein trouble parce que, ayant voté effectivement l'ouverture de la PMA aux couples homosexuels et femmes seules, et ayant entendu tout à l'heure M. Karoutchi dire tant qu'on était effectivement sur cette thématique-là, mais au fil des débats, on commence à avoir un bras un peu engagé dans des choses qui me gênent beaucoup. Parce que j'estime, oui, non, c'est sans jeu de mots, hein, un engagement moral, politique sur quelque chose qui commence à me poser beaucoup de questions. Parce que quand on aide un projet familial, pour créer un projet familial, et que ce matin, on a évoqué que le don de gamètes pouvait être complètement indépendant, c'est-à-dire que c'est un donneur homme, un donneur femme, alors que c'est un couple marié, alors qu'au départ, c'est quand même, on fait un don de soi-même pour créer un projet familial, j'estime que dans mon esprit, on devrait être dans un projet familial de don de gamètes. C'est-à-dire que j'estime que le conjoint devrait être informé. Parce que maintenant, comme l'a dit M. le ministre, dans le paquet cadeau des 18 ans, le jeune qui a été créé par PMA aurait le droit d'avoir des informations sur le géniteur qu'on va interroger. Est-ce qu'il dira oui, est-ce qu'il dira non? À partir du moment où il ne l'a déjà pas dit au moment du don de gamètes, ça commence à complexifier les choses. Or, aujourd'hui, tant qu'on était effectivement dans l'anonymat, ça permettait quand même moins de conséquences négatives de tout ce qu'on est en train d'accumuler dans les poupées gigognes de façon très négative. Et moi, j'avoue que lever l'anonymat, ça engendrera beaucoup plus de problèmes. Et encore, comme M. le ministre, vous dites, on va aller rechercher les anciens donneurs anonymes pour savoir s'ils veulent effectivement lever l'anonymat, donc avec un effet d'antériorité par rapport à ce projet de loi. Oui, je suis très inquiet sur les conséquences entre les couples dont l'un des deux membres a été donneur il y a 18 ans, sans le dire, avec les conséquences 18 ans après. Merci. Monsieur Bargeton, vous avez la parole. Merci Madame la Présidente, chers collègues. Alors là, on a un débat où il y a effectivement deux positions qui me semblent cohérentes possibles. L'une qui consiste à dire, c'est celle de M. Hervé, on s'en tient à l'anonymat, c'est ce qui existait, etc. Bon, parce que on ne peut pas, voilà, on le lève pour personne, en quelque sorte. Et puis, il y a une position qui me paraît, moi, plus conforme à l'évolution de la société, qui est de dire, il y a un besoin, parfois, de connaître son géniteur, ses origines biologiques. Il ne s'agit pas du père, mais bien des origines biologiques. Et donc, effectivement, on sait que ça correspond à une demande forte qui va aussi dans le sens de l'évolution de la société. Si j'étais taquin, j'ai l'impression que la Commission a essayé de faire un peu du « en même temps », pour le coup. Hein, c'est-à-dire en même temps qui consiste à dire bon, bah alors ça dépendra du choix. Mais là, ça pose une vraie question, parce que c'est ce qu'a dit le ministre, c'est un peu la loterie. C'est-à-dire vous voulez connaître vos origines biologiques, mais la réponse dépendra d'une décision qui a été prise bien longtemps avant par un donateur. Et là, il me semble qu'on introduit une rupture d'égalité qui ne se justifierait, je suis au conditionnel parce que je suis prudent, qui ne se justifierait que par l'intention du donneur et pas par la situation de l'enfant, qui donc se retrouverait placé dans une situation différente selon un choix qui ne lui appartient pas. Moi, je crois que la position du gouvernement est la bonne. C'est compliqué de juger de ces choses-là. C'est vrai qu'on peut se dire, on n'est pas, voilà, moi je ne suis pas concerné, donc est-ce qu'on chercherait à savoir son origine biologique? Mais là aussi, je voudrais citer Fontenelle. Vous savez que Fontenelle disait « c'est très compliqué de juger des hommes, on est trop proche, pour juger des autres, on est trop loin, il faudrait être au milieu, mais enfin, on n'est jamais dans la position du milieu, et nous ne sommes pas que des spectateurs, nous ne sommes pas que des habitants de la Terre, en l'occurrence, nous sommes des législateurs. » Je crois qu'il faut ouvrir cette possibilité, mais à partir du moment où on ouvre cette possibilité de connaître son origine biologique, son géniteur, alors il faut le faire nécessairement dans des conditions qui ne rajoutent pas en plus une souffrance, c'est-à-dire une rupture d'égalité. Merci Monsieur Bigot, vous avez la parole. Merci Madame la Présidente. Si simplement on se disait nous sommes en train d'évoluer dans une loi en fonction de l'expérience des lois antérieures et pour nous projeter vers l'avenir.
L'un des sujets qui nous préoccupe, c'est est-ce que l'on va intégrer, avec ces progrès de la médecine et de la conception, l'idée que la filiation peut être multiple, elle naît d'un projet parental, elle est une filiation sociologique, faite par un couple qui a ce désir d'enfant, qui arrive à le réaliser grâce à l'assistance médicale par la procréation, et qui va se retrouver à donner à cet enfant tout l'amour et toute l'éducation qu'ils ont envie de lui donner. On peut penser d'ailleurs que ces enfants ne vont pas être des enfants malheureux. Et puis, quand je pense à ce que Angèle Préville nous disait ce matin sur l'expérience qu'elle a d'un de ses anciens élèves, on sent bien que la difficulté de cet enfant, c'est qu'on ne lui a pas parlé. Et l'une des expériences que l'on a dû passer, c'est précisément que la fiction de la biologie dans ce couple qui n'a qu'une filiation sociologique a été une erreur. Et je rejoins ce qu'a dit notre collègue Gérard Longuet. Finalement, l'enfant, arrivé à sa majorité, il est porté, il est éduqué. Il va se poser des questions peut-être sur ses origines, son lien. Mais sa filiation, elle sera d'abord sociologique, c'est celle-là qui va compter, c'est cette éducation qui a été portée, et le donneur lui-même, il le sait au moment où il donne, qu'un jour, on peut connaître son identité, on lui dit aussi clairement qu'il n'y aura pas de lien de filiation, il n'y a même pas de possibilité de reconnaissance de cet enfant, il n'y aura pas de contrôle de l'ADN, etc. Donc on est dans quelque chose qui peut parfaitement fonctionner. Par contre, Monsieur le Ministre, je vous remercie de votre précision. Effectivement, la souffrance pour cet enfant à qui on va dire, et on va encourager les parents, c'est-à-dire prévu de lui dire la vérité au fur et à mesure de son évolution, notamment à l'adolescence, à cet enfant auquel on va faire miroiter l'idée qu'il pourrait, comme le suggérait Gérard Longuet, retrouver l'identité du donneur, on va lui dire « Ah non, mais il faut que le donneur soit d'accord ». On n'est pas dans la même situation que l'enfant né sous X, parce que le problème de l'enfant né sous X, dont je rappelle que c'est une législation propre à la France et qui n'existe pas dans d'autres pays européens, l'enfant né sous X, il a été porté par cette mère pendant 9 mois. On sait qu'il y a quelque chose qui se vit entre la mère et l'enfant pendant la maternité. C'est d'ailleurs ce qui nous fait penser, et on est nombreux, on est quasiment unanime ici, à penser que la GPA, ce n'est pas la solution, parce qu'il y a pour l'enfant une relation à celle qui le porte pendant toute la durée de la conception. Ce n'est pas le même sujet. Merci. Madame de La Gontrie, vous avez la parole. Ce Jomier met des fils pour m'empêcher de m'exprimer. Merci Madame la Présidente. Sur ce sujet, me semble-t-il, si on veut essayer de clarifier notre démarche et notre raisonnement, il faut que nous pensions pour le coup à l'enfant. De deux choses l'une. Ne soyez pas toujours ironique, Président Bas, lorsque j'essaye de développer un argument, je n'ai pas votre vélocité. Je vais essayer d'être clair. Donc, je parle de l'enfant, mais pour vous rassurer, je parlerai, je pense, finalement aussi des parents. Je parle à l'instant de l'enfant. De deux choses l'une. Ou bien l'enfant ne saura jamais qui est son géniteur, et je dis ça pour lever le ressenti d'une contradiction de raisonnement qu'évoquait M. Delège tout à l'heure. On parle bien de géniteur, on ne parle pas de son père. Et tous les enfants, il y a un problème? Le géniteur biologique. Donc aucun enfant ne pourra avoir accès à l'identité de la personne qui a apporté des gamètes et qui a permis à sa mère de le voir naître. Égalité entre les enfants, souffrance si tant est qu'il le sache, souffrance si tant est qu'il le sache plus tard, recherche des origines, c'est ce qu'évoquait Gérard Longuet tout à l'heure. Je crois qu'aujourd'hui, on sait qu'un grand nombre d'enfants, que ce soit ceux-là, que ce soit ceux qui ont été adoptés, que ce soit ceux qui sont nés sous X, bref, tous les enfants qui finalement ne savent pas, guillemets, d'où ils viennent, c'est comme ça que la formule est utilisée, ont cette préoccupation. Certains recherchent, pour certains, ça devient un problème psychologique. Ensuite, il y a ceux qui auraient accès. Mais me semble-t-il, la clarté doit être de permettre à tous l'un ou l'autre et ne pas offrir un aléa total. Moi, je ne vois pas de contradiction dans le fait de permettre à l'enfant à la fois de savoir qu'il est né de PMA, de ne pas confondre le père social, le père qu'il a élevé, le père qu'il a aimé, et
la gamète qui a permis sa naissance. Donc je réponds ça à M. Delège qui tout à l'heure pensait que nous étions parfois en contradiction. Je n'y vois pas de contradiction parce que dans mon esprit, il n'y a pas de confusion. Donc, je pense que l'entre-deux, le « et en même temps » qu'a fait la Commission, qui était déjà une avancée, on a beaucoup réfléchi, travaillé, n'est sans doute pas totalement satisfaisant et que l'amendement du gouvernement, vous voyez comme quoi quand on veut faire du « en même temps », on peut y aller carrément, l'amendement du gouvernement a le mérite de la clarté. Alors après, certains disent, oui, mais il y aura un problème de baisse de donneurs, de baisse du nombre de donneurs. Il s'avère que dans les pays où ça a été mis en place, au début c'est comme ça, et qu'ensuite, il n'y a plus de problème de nombre de donneurs. Donc il y a la clarté, la simplicité pour l'enfant et du coup l'absence de baisse du nombre de donneurs. Merci. Monsieur Lafont, vous avez la parole. Oui, moi je prends la parole à ce stade parce que j'ai déposé un amendement qui ne sera pas examiné dans le cadre de l'article 3, mais qui sera examiné dans l'article 9, mais qui pour autant est très lié. Puisque à travers cet amendement, je demande que la levée de l'identité, qu'elle soit généralisée comme le propose le gouvernement ou qu'elle soit sous condition comme le propose la commission spéciale, soit traitée de la même façon pour les enfants nés d'un don de gamètes que pour les enfants nés sous X. J'allais dire encore plus sur la base de l'argumentaire de notre collègue Bigot il y a quelques instants, qui est tout à fait juste, que dire que la comparaison entre les deux modes de création n'est pas le même, dans la mesure où la maman a porté pendant les 9 mois et a établi un lien. Mais je souhaitais intervenir à ce stade pour prendre en compte dans la réflexion et dans la position qui sera prise aussi à travers les votes de cet article 3, le fait qu'il faudra un moment se poser la question de la levée d'identité des enfants nés sous X. Merci. Monsieur Retailleau, vous avez la parole. Oui, Monsieur le Ministre, Madame la Présidente. Je reprends le début du propos de Gérard Longuet. C'est déjà presque une évidence. Sans même l'ordinateur quantique, l'intelligence artificielle nous permettra d'avoir accès à ces informations. Je vous conseille la lecture du livre Le Fils d'Arthur, le nom est difficile, je l'ai noté, Kermalavet. Il a retrouvé, contre toute attente, sans trop d'intelligence artificielle, mais avec les outils qui nous sont proposés, ses origines. L'intérêt de ce livre, il est double. Il est dans le ressort puissant qui vous pousse à aller chercher le géniteur, le père, voilà, en tout cas, celui dont vous procédez. Et c'est quelque chose qui est inextinguible. Et puis, les technologies qui sont à votre disposition pour y parvenir. Ce que je voudrais dire, tout en respectant beaucoup la position qui est une position assez claire de Loïc Hervé, il m'excusera, je ne voterai pas son amendement. Je pense qu'entre les deux propositions de la Commission et du gouvernement, il n'y a pas photo. Celle de la Commission me paraît plus éclairée. Dans les deux cas, on a la levée de l'anonymat. Vous proposez que la levée de l'anonymat, ce soit au moment du don, quand le jeune adulte demandera, c'est-à-dire 18 ans après, avec un consentement qui aurait pu varier, alors que la Commission propose de faire coïncider le moment du consentement avec le moment de la demande. Et là, il y a une grande différence. Et je me rallie, alors que je n'avais pas fait, si j'ose dire, ma doctrine, mon cher président de la Commission spéciale, à l'amendement, évidemment, de la Commission. Pour terminer, ça nous renvoie bien sûr à la filiation, qui est le grand débat que nous aurons tout à l'heure. Pourquoi ? Parce que si on a pu parler de rupture anthropologique, c'est bien en supprimant cette scène symbolique qu'est l'engendrement vis-à-vis de la filiation. Parce qu'à ce moment-là, vous avez parlé de l'égalité, mais il y aura de toute façon un processus inégalitaire entre des enfants qui auront des pères, d'autres qui n'en auront pas, des enfants qui auront accès à leurs origines parce qu'il y aura une acceptation. Mais vous voyez bien que quand la transmutation n'aura pas fonctionné, c'est-à-dire quand une femme, dans l'esprit du fils, ne sera pas devenue sa mère, ça le poussera à aller rechercher ses origines. Et ce que je veux dire par là, la contradiction que relevait très bien tout à l'heure notre collègue Dominique Delège, c'est que quand cette transformation n'aura pas pu bien fonctionner, et ça arrive dans la construction de l'identité d'un adolescent, on le sait, eh bien, on lui dira, le plan B, c'est du côté du biologique. Le plan B, c'est du côté du géniteur. C'est aussi une contradiction dès lors qu'on a accepté l'extension d'APMA, que je veux souligner. On y reviendra parce que ça touche profondément le régime de filiation
que nous établirons ou que nous n'établirons pas. Pour l'instant, on parle de fiction juridique fondée sur la vraisemblance. Et c'est là toute la question. Merci. La parole est maintenant à Monsieur Bas. Après, je prends dans l'ordre avec lequel vous avez levé la main. Je vous remercie, Madame la Présidente. Au fond, puisque nous discutons pour l'instant de l'amendement de M. Hervé et pas des amendements suivants, je crois qu'il faut revenir à la question posée par notre collègue qui souhaite qu'on s'en tienne à la loi de bioéthique actuelle. Moi, je vais me séparer de lui sur cet amendement, alors que nous avons voté ensemble beaucoup de dispositions ou refusé d'en voter un certain nombre, parce que je considère que ce n'est pas parce que tous ne pourront pas avoir accès à l'identité de leur donneur qu'aucun ne doit y avoir accès. Donc il me semble bien que la grille de lecture qui passerait par une, au fond, forme d'interprétation, je crois excessive d'ailleurs, du principe d'égalité pour déterminer si oui ou non on doit ouvrir une possibilité d'accès à l'identité du donneur, n'est pas la bonne porte d'entrée. La bonne porte d'entrée, pour moi, c'est face à des situations qui peuvent être des situations bien assumées, mais dans certains cas aussi des situations d'une certaine détresse psychologique, doit-on ou non interdire dans notre loi la possibilité d'avoir accès à l'identité si le donneur en était d'accord, selon des modalités dont nous discuterons quand les autres amendements seront appelés. Moi, je pense qu'il faut le faire, et je pense, ayant entendu tout à l'heure nos collègues s'exprimer, notamment Gérard Longuet, puis Bruno Retailleau, que de toute façon, la réalité, et c'est une réalité qui est vraiment commentée, c'est celle des banques de données d'ADN qui deviennent tellement importantes qu'on y trouve tous ces parents progressivement, et elles ne cessent de manière exponentielle de grandir, si bien que des enfants issus d'un don, des adultes aujourd'hui issus d'un don, témoignent qu'ils ont trouvé leur géniteur de cette manière, et c'est un géniteur qui n'avait pas donné de consentement à ce que son identité soit révélée. Donc ça relativise un petit peu ce que nous allons faire, mais ça permet de montrer aussi l'importance de cette attente des personnes nées d'un don d'accéder, le cas échéant, à l'identité du donneur. Merci, Monsieur Savary, vous avez la parole. Merci Madame la Présidente. Moi, je ne me suis pas beaucoup exprimé encore jusqu'à présent, bien qu'ayant suivi les travaux de cette loi bioéthique, parce que effectivement, c'est un véritable problème de conviction, et on voit bien qu'il n'y a pas ceux qui détiennent la vérité et ceux qui ne la détiennent pas, et on voit bien que chacun a une vision avec sa sensibilité, ses convictions, et je crois que c'est vraiment avec beaucoup d'humilité que je me permets là simplement de prendre la parole. Et même comme médecin, je n'ai pas encore osé la prendre jusqu'à présent, parce que je trouve que c'est un sujet hautement sensible. Mais finalement, dans l'évocation que l'on a eue dans les débats il y a quelques minutes par rapport au père, on voit bien que le père a quand même une utilité dans la cellule familiale. Ça me rassure. Ça me rassure d'entendre un certain nombre d'arguments, parce que derrière... on avait aussi entendu que finalement le père n'était pas d'une redoutable utilité. Et jusqu'à présent, par rapport à l'enfant, on peut quand même quelque part lui cacher quelque chose si nous étions dans cette conception. Or, on est, et vous êtes pour certains, dans une conception où le père a quand même son utilité. On l'a vu à travers les arguments de Madame la Ministre, mais aussi vos arguments, Monsieur le Ministre. Quant à la levée de l'anonymat, on voit bien que si l'enfant veut se reconstruire, chercher son père, quand c'est un couple hétérosexuel que l'enfant est né, effectivement, il va découvrir à un moment que ce n'est pas son père biologique. Il n'empêche que l'amour qu'il cherche ou le père qu'il cherche, il peut le trouver. Il peut le trouver, il en a un de père dans la cellule familiale. Quand c'est un couple hétérosexuel, eh ben, l'enfant aura peut-être aussi la quête de savoir... quel est son père. Il ne pourra pas le retrouver à travers le couple homosexuel, vu cela. Mais par contre, si on ne lui donne pas sa chance un jour de pouvoir
lever le doute et connaître son père, effectivement, on risque de le pénaliser dans sa construction. C'est la raison pour laquelle l'amendement proposé par la Commission me paraît tout à fait équilibré et que je le soutiendrai parce que, effectivement, il rentre dans une construction de la famille qui prend en compte, avec cette ouverture de la PMA aux couples homosexuels, il prend véritablement en compte la place de l'enfant. Si, Madame Gréaume, vous avez la parole. Merci Madame la Présidente. Alors, comme tout le monde donne un peu son avis, moi je vais vous donner le mien. Donc on ne peut pas comparer un enfant adopté par une adoption plénière où le nom des parents n'apparaît pas et que l'enfant plus tard va vouloir rechercher ses origines, tout comme un enfant né sous X, qui ont une histoire, et c'est normal, qui veulent chercher, eux, qui c'est leurs vrais parents. Par contre, pour moi, la femme seule ou le couple qui aura eu un enfant conçu par des dons anonymes de gamètes ou d'ovocytes, au risque de vous choquer, pour moi, le donateur, ce n'est pas le géniteur, mais un don de cellules. Oui, je vous donne mon avis personnel. Donc, je pense qu'il faudrait garder l'anonymat, donc pas donner l'identité, et je pense qu'il faudrait réfléchir à un nouveau statut, notamment de l'embryon et du fœtus, et je pense que cela pourrait régler pas mal de choses. Merci. La parole est maintenant à Madame Rossignol. Rapidement, je pense que le président Retailleau avait raison tout à l'heure d'ouvrir sur la question de la filiation. Parce qu'il y a en fait une cohérence entre refuser l'accès aux données non identifiantes et enfin, l'accès aux origines d'une part, et refuser d'autre part que les actes d'état civil comportent la possibilité pour l'enfant devenu adulte de savoir qu'il est né par don. Ben oui, c'est cohérent. C'est-à-dire qu'en fait, ce que l'on protège aussi, c'est le fait de ne pas être né par... C'est le secret sur le mode de conception. Et c'est là où, permettez-moi, Monsieur le Ministre, de trouver qu'il y a une petite contradiction dans la position du gouvernement. Vous êtes à la fois favorable à l'accès aux origines et en même temps, vous refusez, dans la filiation, d'appliquer pour les enfants nés d'un couple de femmes ou d'un couple hétérosexuel la même règle de connaissance de l'engendrement. Voilà. Et donc, je trouve que la cohérence, pour une fois, n'est pas du côté du gouvernement dans ce débat, il est chez ceux qui refusent, chez ceux qui défendent l'amendement, en gros, de Loïc Hervé. Je trouve que la position de la Commission n'est pas une position facile, parce que si on cumule filiation et accès aux origines, ça fait beaucoup d'aléas sur un même individu. Est-ce qu'un individu fera partie de ceux auxquels les parents auront dit ou non qu'il est né par don de spermatozoïdes, et est-ce qu'ensuite il fera partie de ceux qui auront la chance ou non d'avoir eu un donneur qui permettra l'accès aux origines. Beaucoup d'aléas sur un même individu. Et puis enfin, j'entendais beaucoup parler du père. Je rappelle, si j'ai bien compris, que ce dont nous discutons sur l'accès aux origines concerne aussi les ovocytes. Voilà. Donc ne parlons pas tout le temps que des spermatozoïdes et des pères, et abordons aussi la question de l'accès aux origines du point de vue de la donneuse d'ovocytes. Merci. Monsieur Hainaut, vous avez la parole. Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, nous avons eu des débats passionnants hier soir sur la PMA post-mortem, mais il me semble que là, nous rentrons en quelque sorte dans un débat qui est encore plus violent, en quelque sorte, plus impressionnant. Et quelquefois, on peut ressentir le vide sur ces questions parce que, Gérard Longuet l'a dit, on a devant nous la rencontre de l'intelligence artificielle et des biotechnologies. Et bien évidemment, ce sont des questions très fortes et très lourdes qui ont été souvent évoquées dans les auditions et dans ce qu'on a pu entendre.
Et notamment, des questions vont se poser comme est-ce que le prix des thérapies qui arrivent devant nous va encore être accessible à toutes et à tous, et la gratuité des soins, hein. C'était le président d'Helfeci a évoqué ces questions. Et là, en quelque sorte, la question qui se pose à nous, c'est que est-ce qu'on pourra maintenir longtemps, et l'amendement de mon collègue Lafont en ça est intéressant, la question de l'anonymat. Est-ce qu'on pourra maintenir longtemps ces questions? J'entendais un collègue qui disait oui, l'anonymat c'est sacré. Mais est-ce qu'il est possible de maintenir ce sacré? Et la commission, c'est pas tant en même temps, la commission spéciale, sur tous les articles, on a recherché, en tenant compte des évolutions à venir, à tout moment, et c'est complexe parce que c'est un équilibre, on n'est pas parti du principe que les choses, elles étaient sacrées. On n'est pas parti du principe qu'il fallait forcément interdire. On est même un peu parti du principe qu'on n'interdisait pas ce qu'on ne pouvait pas interdire. Mais on est parti du principe que sur tous les sujets, il fallait se mettre en situation, avec nos convictions, notre passé, nos croyances même, eh bien de se dire comment on fait en sorte que l'homme, la femme bien sûr, garde la main sur ces questions. De cette volonté permanente de tenir compte de la vie, des évolutions scientifiques, mais d'encadrer et d'humaniser. C'est la raison pour laquelle il me semble que l'amendement de la Commission est particulièrement équilibré. Je vous remercie. Merci, Monsieur le Président Milon. Vous avez la parole. Oui, merci Madame la Présidente. Je ne reviendrai pas sur ce qui vient d'être dit par rapport à la Commission. Je pense que notre réflexion a été longue et pas obligatoirement très facile. Mais je voudrais juste revenir sur les interrogations de Dominique de Legge d'abord, sur la notion d'anonymat du don et les origines de l'anonymat du don. Si on retourne dans les différentes lois de bioéthique et même aux origines de la loi de bioéthique, on se rend compte qu'à l'époque, il y avait 3 types de dons. Il y avait le don de sang et tous les dérivés du sang. Et dans le cas du don de sang, on ne se pose pas la question de savoir qui vous a donné son sang pour vous sauver la vie. On le reçoit, on le prend et puis on est parfois sauvé. Pas tout le temps, mais on est parfois sauvé. Il y a le don d'organes. Et le don d'organes, c'est vraiment un système extrêmement spécial puisque, mis à part le don de rein, autorisé maintenant sur être vivant, jusqu'à présent, le don d'organes, c'était sur être décédé. À cœur battant d'ailleurs, puis après à cœur arrêté. Mais au départ, c'était sur des organes de personnes décédées. Et l'anonymat a été mis en place sur les dons d'organes sur personnes décédées pour protéger la personne décédée et protéger la personne qui recevait un organe d'une personne décédée. Ça vient de là, l'anonymat. Donc après est arrivé le nom de gamète et probablement, je ne sais pas, j'étais pas là à l'époque, mais probablement que les législateurs et le gouvernement de l'époque ont décidé de continuer l'anonymat dans ce style-là sans... À l'époque, très probablement, on se posait la question de savoir si ceux qui avaient bénéficié de ce don de gamètes auraient, au moment de leur adolescence, envie de connaître celui qui leur a permis, pas donné, mais permis la vie. Et donc, maintenant, la Commission s'est penchée sur tous ces sujets et elle a essayé de trouver une solution en dehors de l'intelligence artificielle dont nous parlerons, je crois que c'est à l'article 11. S'il me semble bien, je ne sais plus, enfin on verra, c'est l'article 11. La Commission a décidé de vous proposer que le donneur, à partir de maintenant, à partir du moment où la loi serait mise en application, sera prévenu qu'il pourra être, par la suite, interrogé sur une levée possible d'identité. C'est le premier point. Le deuxième point, c'est que dans l'accès aux origines, il y a un accès aux origines automatique sur toutes les origines non identifiantes. Et pour l'accès aux origines identifiantes, elles se feront nécessairement avec l'accord du donneur. Si le donneur n'est pas d'accord, il n'y aura pas d'accès à l'origine identifiante. Voilà la position que vous propose en gros la Commission. Il me semble, comme l'ont dit certains de nos collègues, être une position sage, probablement définitive pour les 5 ans qui viennent, et probablement, comme le disaient Gérard Longuet et Bruno Retailleau, par la suite, avec l'intelligence artificielle, elle sera appelée à évoluer. Merci, Monsieur le Ministre. Vous avez la parole.
Merci Madame la Présidente. Oui, je souhaitais reprendre la parole pour remercier le Président Retailleau d'avoir cité Arthur Kermalvezen et son ouvrage « Le Fils », mais pour m'en étonner immédiatement, car la lecture que vous en avez faite vous conduise à des conclusions qui sont à l'inverse de ces conclusions propres, et je dois vous l'avouer, des miennes et de celles du gouvernement. À deux titres. Vous l'avez soulevé, effectivement, ce puissant besoin, nécessité, désir de rechercher, je vais y venir, c'est le deuxième point. Je vais y venir, c'est le deuxième point, et je vais me permettre à mon tour de soulever une contradiction. Mais ce puissant désir de rechercher, non pas un père, je le redis ici, et évitons d'entretenir des confusions, mais bien un récit, une histoire. Et vous savez, les gens nés de dons, qui ne le savent pas, le sentent. Vous avez même une collègue parlementaire qui a fait un témoignage, députée qui a fait un témoignage très émouvant là-dessus. Donc toute sa vie, elle avait su qu'il y avait quelque chose. Mais ce n'est pas la recherche d'un père, c'est bien la recherche d'une histoire. Et on sait, les psychologues, les pédopsychiatres nous disent à quel point c'est important dans la construction de soi. Vous pouvez hausser les épaules, c'est une réalité. Puis la deuxième chose que vous évoquez, et que a mis en lumière Gérard Longuet, c'est la question de l'avancée des technologies, de l'intelligence artificielle. Mais, donc vous préférez que les révélations continuent à se faire de façon sauvage grâce à cette évolution technologique? Vous ne préférez pas que l'on encadre justement cette rencontre entre l'enfant et son donneur? Qu'au moment où le donneur, en toute conscience, saura que son identité 18 ans après pourra être levée, qu'on lui en explique les conséquences, et que l'enfant et le donneur, aux 18 ans de cet enfant, sera accompagné par la commission, justement, vers la levée de cette identité-là, me semble préférable à ce que vous proposez, qui est de laisser, en gros, la technologie irrémédiablement, effectivement, conduire à ce que l'identité soit de toute façon révélée, même si, Président Retailleau, le donneur ne le souhaiterait pas. Vous avez raison, c'est ce qui se passera. Nous pensons qu'il est préférable que tout cela soit accompagné. C'est bien plus même accompagné qu'encadré en réalité. Au final, l'équilibre du projet de loi tel que le gouvernement l'a pensé, c'est bien de laisser le choix à tous. C'est de laisser le choix à tous. Le choix aux nouveaux donneurs de donner ou pas, dans le cadre de la réforme, avec la possibilité de ne pas donner s'ils ne veulent pas que leur identité soit levée. Le choix pour les anciens donneurs de se manifester ou pas auprès de la commission. Pas de systématisation, c'est plus qui évoquait ce sujet-là, mais il y a effectivement une espèce de droit moral que nous avons pris il y a plusieurs années vis-à-vis d'eux, au moment où ils ont choisi de donner. Et enfin, un choix pour les personnes nées de dons de demander ou pas l'accès à l'identité de leur donneur. Mesdames et messieurs les sénateurs, une fois encore, je ne peux que vous encourager à vous mettre en lieu et place de l'enfant au moment d'exprimer votre vote. Merci Madame Cohen. Vous avez demandé la parole. Oui, moi je trouve que ce débat est extrêmement compliqué. C'est pas le débat, c'est le problème posé parce que il y a des contradictions en fait dans les propositions qui sont soumises, que ce soit d'ailleurs par la commission. Je le dis d'autant plus que dans mon propos, dans mon intervention sur l'article 3, j'ai montré mes doutes, mes interrogations et j'ai dit finalement nous sommes en accord avec la commission. Je suis en accord avec la commission qui trouvait un équilibre qui nous semblait juste. Et puis, au fil des débats, des interrogations de chacun et de chacune de mes collègues, ça a commencé à aussi entraîner, je le dis, un certain doute, d'autres questionnements, d'autres cheminements. Et
au moment où je vous parle, peut-être qu'il faut arrêter le débat parce que ça va encore rebasculer, j'en sais rien, je plaisante, mais au moment où je vous parle, on est plus, et on vient d'en discuter là au niveau de mon groupe, on est plus convaincu en réalité par ce que porte le gouvernement et ce que vient de dire Monsieur le ministre. Donc voilà, je voulais le dire parce que, vous voyez, entre une position de départ et quand même, on n'est pas un groupe qui, on affirme bien nos positions, etc. Donc voilà, mais là, ce cheminement-là, on vient de le faire grâce au débat et grâce aux précisions que nous a apportées Monsieur le ministre. Donc nous soutiendrons son amendement et pas du coup ce que porte la Commission. Merci Monsieur Carucci, vous avez demandé la parole. J'ai rien dit encore. Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, c'est très bien parce qu'au bout d'une heure et demie, plus personne ne sait ce qu'il est censé voter, ni il a des convictions en rentrant, sûr de lui. Au bout d'une heure et demie, c'est tranquille, vous pouvez tous ressortir, plus personne ne sait où on en est. Bon, et comme je n'ai pas lu l'ouvrage essentiel dont vous parlez avec le président Retailleau, mais ça doit dépasser mon entendement, je vais en rester à des choses... Non, mais j'ai le droit de le dire. J'ai le droit de le dire, mais je sais que je ne lis pas malheureusement suffisamment. Je lisais beaucoup quand j'étais plus jeune, mais c'était il y a longtemps. Bon, moi, je voulais seulement dire, sincèrement, j'ai participé à la commission spéciale. J'entends bien ce que dit Gérard Longuet. J'entends bien, dans le fond d'ailleurs. Bon, allez, franchement, tous ici, on sait bien que ce qu'on va faire aujourd'hui, dans 5 ans ou 10 ans, en fonction de l'explosion des technologies, de tout ce que vous voudrez, faudra le refaire. Et on va dire, c'était très bien il y a 5 ans ou il y a 10 ans, mais tout a explosé, donc on recommence. Sur des sujets pareils, il n'y a pas de solution ni éternelle ni définitive, parce que tout bouge très vite. Alors moi, je m'étais rallié, je le dis, et je continuerai de le faire, à la position de la Commission, parce que vraiment, après des heures et de doutes, des conversations avec l'inestimable Muriel Jourda, je me suis dit, je ne suis pas un savant, je n'ai pas la vérité révélée, mais j'ai le sentiment que ce qu'a fait la Commission, c'est une solution d'équilibre qui n'est certainement pas parfaite, mais qui en tout cas pour le moment est une solution applicable, qui peut raisonnablement être comprise par tout le monde, qu'il faudra probablement revoir, Gérard a raison, dans quelques années, parce que tout évolue très vite. Mais en tout cas, pour le moment, c'est réalisé. Et franchement, tout ce que j'entends sur les autres amendements et tout m'inquiète, parce que finalement, ça pose plus de problèmes à terme que la solution de la Commission. Alors restons-en à la solution de la Commission. Merci. Madame la rapporteure, vous avez demandé la parole. Comme j'ai vu que M. Carucci m'a bien discuté avec moi, je vais parler. La position de la Commission, je la résume après 7h30 de discussion. La position de la Commission, c'est effectivement une position d'équilibre entre diverses situations. Quelles situations, quels intérêts? L'intérêt de l'enfant naît du don. L'enfant naît du don, il est plus important, nous a-t-on dit, pour lui encore de connaître le secret de sa conception que de connaître l'identité du donneur. Et c'est là-dessus que les sécos travaillent, que nous avons également aidé les sécos à travailler en introduisant dans les équipes pluridisciplinaires des pédopsychiatres ou des psychologues spécialisés dans l'enfant, et les sécos remettent aux parents des livrets pour expliquer ça aux enfants. Donc l'intérêt surtout de connaître le secret de la conception et éventuellement le nom du donneur. Certains enfants peuvent y être sensibles. L'intérêt du donneur. Le donneur est quelqu'un qui a un geste altruiste et dont nous avons pensé qu'il ne pouvait pas 18 ans, 20 ans, 25 ans après son don, voire intervenir dans des conditions inattendues peut-être, et qui ne seront pas propices à ce moment-là dans sa vie privée, eh bien un enfant qui pourrait troubler cette vie privée, et le respect à la vie privée du donneur existe aussi. Et enfin l'intérêt de la société. Et celui-là me paraît relativement important, car c'est un intérêt qui est lié directement à la loi de bioéthique. Le risque, nous l'avons dit, c'est la pénurie de gamètes. Et face à la pénurie de gamètes, le risque, c'est la marchandisation. Je rappelle que quelqu'un d'aussi éminent que le professeur Nizan a fait une tribune il y a quelques semaines pour expliquer que la marchandisation devait être discutée. Et la présidente des sécos avait également, devant nous, indiqué qu'il y avait ce risque que dans les autres pays, il avait été résolu, car il s'était réalisé par l'importation de gamètes. Est-ce ce que nous voulons? Renoncer à la non-marchandisation des gamètes. Donc face à tous ces intérêts, nous avons choisi de trouver une position d'équilibre dans laquelle les principes bioéthiques étaient respectés, car nous sommes dans une loi de bioéthique. Voilà quelle est la position de la Commission.
Merci. Il n'y a plus de demande de parole. Je n'en vois pas. Je vais donc mettre aux voix l'amendement 240 rectifié avec 2 avis défavorables. Qui est pour? Qui est contre? Il n'est pas adopté. Nous avons 7 amendements faisant l'objet d'une discussion commune. L'amendement 122 rectifié, Monsieur Corbizet. Oui, Madame la Présidente, Monsieur le Ministre. Simplement pour revoir effectivement ce qui vient d'être dit. Pardon, oui, mais oui, j'avais anticipé, Monsieur le Ministre. Pour aller très vite, je veux dire qu'à un moment donné, la levée de l'anonymat soit plus perturbante que l'ignorance de l'identité du géniteur. Alors, on est à la fois, même si on n'est pas encore arrivé à l'amendement du gouvernement, mais on en parle déjà, je suis un peu embêté. Donc, je pense qu'à un moment donné, nous sommes sur le principe du maintien de l'anonymat, parce que j'ai des collègues de mon groupe qui l'ont effectivement souhaité, donc je le défends. À l'instant T, je suis favorable, sachant que j'aimerais bien avoir des précisions de Monsieur le Ministre sur son propre amendement. Donc on demande simplement le maintien de l'anonymat. Merci. L'amendement 233 rectifié. Oui, Monsieur Daudigny. Oui, merci Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, mes chers collègues. Cet amendement est cohérent avec les positions qui ont été exprimées donc, au cours de cet après-midi. Il vise à ne pas distinguer les modalités d'accès aux données non identifiantes et à l'identité du donneur. Donc, le groupe socialiste et républicain défend le principe d'accès aux origines de l'enfant né d'un don. Cet amendement revient donc à la philosophie initiale de l'article 3, tel qu'adopté en première lecture par l'Assemblée nationale. Il s'agit en effet de considérer l'accès aux origines, alors entendu comme l'accès aux données non identifiantes et à l'identité du tiers donneur, comme un droit universel pour l'ensemble des personnes majeures nées de don. Merci. Merci. Nous passons à l'amendement 292 présenté par le gouvernement. Ça y est. Mais on en a déjà beaucoup parlé, parce que c'est un point effectivement cardinal. Non, pas défendu, je vais me permettre. Ah ben non, écoutez, c'est important. Ça nous tient évidemment à cœur, mais pas tant à nous qu'à l'ensemble des enfants concernés. Effectivement, cet amendement, et je vais essayer de le faire de façon peut-être un peu plus académique, voire scolaire, que j'ai pu le faire jusqu'à présent, mais vous dire effectivement que cet amendement du gouvernement vise à rétablir notre rédaction initiale qui prévoyait que c'est avant de faire un don que le donneur consent une fois pour toutes, à l'accès de ces données non identifiantes et à son identité une fois la majorité de l'enfant atteinte. Je rappelle que notre réforme prévoit de compléter le cadre actuel de l'assistance médicale à la procréation avec tiers donneur en accordant aux seules personnes conçues par don anonyme qui le souhaiteraient un droit d'accès à des informations relatives au donneur, y compris son identité. Et donc, je vous le redis, Madame la rapporteure, si l'enfant ne souhaite pas accéder à cette identité, évidemment, rien ne l'y obligera. Ces personnes qui le souhaitent pourront donc solliciter, à partir de leur majorité, une commission placée auprès du ministre chargé de la Santé. Cette commission sollicitera alors l'Agence de la biomédecine qui conservera, après la promulgation de la loi, les données relatives aux donneurs, les données relatives aux dons et aux enfants nés de dons. Je précise que le droit d'accès à l'identité du tiers donneur n'est pas un droit de rencontre, je vous le redis, je l'ai dit tout à l'heure, mais un droit à la connaissance d'une information. Et le gouvernement n'entend pas ouvrir à cette occasion un droit à contacter le tiers donneur ou à s'immiscer dans la famille de celui-ci, et inversement s'agissant du donneur, puisqu'il n'y a pas de confusion entre la famille et le géniteur. Alors, en commission spéciale, vous avez souhaité adopter un amendement qui prévoit que le recueil du consentement du donneur lors de la demande d'accès à son identité par une personne née de son don devenue majeure. Or, cette option n'exclut pas un éventuel refus du donneur, je vous l'ai explicité tout à l'heure, et apparaît donc d'emblée inégalitaire pour les personnes nées de don. Mais j'ai envie de vous dire, et même si je suis souvent en accord avec l'excellent sénateur Bargeton, il ne s'agit pas tant d'une évolution de la société, mais bien d'une question de développement individuel de l'enfant. Et il ne s'agit pas tant d'une question d'égalité, si oui, bien évidemment, mais plus encore d'une question de développement de l'enfant. C'est ça qui est en jeu. Une fois encore, de façon très pratique, pragmatique, mettez-vous à la place de cet enfant, à qui, dès le plus jeune âge, on lui dira que oui, peut-être, il aura accès à l'identité de son donneur. Mais peut-être que non, en fait. Et arrivera l'âge de sa majorité,
avec angoisse de savoir s'il pourra compléter son récit, son histoire. Imaginez la situation dans laquelle cet enfant, dans laquelle nous allons mettre, vous allez mettre par votre vote, ces enfants. À l'inverse, l'option que nous avons retenue présente l'avantage de placer tous les enfants issus de dons sur ce pied d'égalité. Et elle donne acte aux personnes nées d'assistance médicale à la procréation avec tiers donneur de la légitimité de leur demande et elle ouvre un droit aux personnes nées de dons qui sera effectif en pratique. Ne nous donnons pas le sentiment de donner des droits nouveaux à des enfants, mais en réalité, dans la pratique, de les restreindre. C'est la pire des choses. Une fois encore, ne faisons rien dans ce cas-là. Ne donnons pas le sentiment de donner des droits à des enfants pour que, dans la pratique, ils ne puissent pas être exercés. C'est la pire des choses que l'on peut faire à un enfant né de don. Par ailleurs, et enfin, ce que nous proposons est respectueux des donneurs, puisqu'ils sont, vous l'avez compris, parfaitement informés du cadre de la réforme au moment de faire un don, et ils ont le choix de décider de ne pas donner. Et une fois encore, oui, l'identité, la nature des donneurs changera par rapport à celle qu'elle est aujourd'hui. Nous réfléchissons trop dans le cadre actuel. Notamment, Monsieur Longuet, quand vous évoquiez l'irruption dans la famille d'un donneur. Mais vous savez, quand tout ça sera un peu plus transparent, clair, assumé, désacralisé, que le donneur saura que son identité pourra être levée, qu'un enfant issu de PMA saura qu'il ne grandira plus dans cette espèce de secret de famille délétère, il n'y aura pas d'irruption qui sera délétère pour l'enfant. Tout se fera de façon bien plus naturelle qu'aujourd'hui. Voilà, mesdames et messieurs les sénateurs, toutes les raisons pour lesquelles nous pensons que le dispositif tel que nous l'avions envisagé, c'est-à-dire permettre à tous les enfants nés d'un don de pouvoir accéder à l'identité de leur donneur, puisse être rétabli. C'est ce que nous vous demandons par le présent amendement. Merci. L'amendement 244 rectifié n'est pas soutenu. Nous passons à l'amendement 293 présenté par le Gouvernement. Voilà, excusez-moi, pardon à tous. Alors là, un sujet que nous avons aussi évoqué, sur lequel je ne m'étendrai pas, enfin un petit peu tout de même. En commission spéciale, vous avez souhaité rechercher les donneurs relevant du régime actuel pour obtenir leur consentement dès lors qu'une demande d'accès à leur identité serait formulée par une personne née de leur don. C'est une voie dans laquelle j'ai eu l'occasion de l'évoquer brièvement tout à l'heure. Nous ne souhaitons pas nous engager. Nous avons fait en effet le choix que les anciens donneurs, sous le régime actuel, soient libres de se manifester ou non auprès de la commission et qu'ils ne soient pas recherchés. Les personnes posent déjà des questions à l'Agence de la biomédecine pour se manifester. Ce débat est l'occasion justement de faire de la publicité sur cette possibilité qui sera bientôt ouverte aux anciens donneurs. Et nous nous placerions en porte-à-faux avec le contrat, une sorte de contrat moral que nous avons passé avec eux au moment de leur don, sous un régime spécifique de non-consentement pour l'accès aux origines. Il nous semble nécessaire de ne pas revenir sur ce contrat moral que nous avions posé à l'époque. Alors vous avez proposé de contourner cette difficulté en proposant d'agir au cas par cas lors d'une demande spécifique formulée par une personne issue d'un don auprès de la commission d'accès aux données. Celle-ci contacterait le SECOS qui, à son tour, se mettrait directement en relation avec le donneur pour lui demander son accord, mais sans aucune garantie pour la suite. En revanche, nous avons voulu que la demande puisse recevoir une réponse. Nous avons choisi non de partir de la demande des personnes, mais d'organiser une vaste campagne d'information à l'attention du grand public pour proposer à tous ceux qui ont fait des dons dans les SECOS, avant la présente loi que nous sommes en train de discuter, s'ils en sont d'accord, de se manifester afin de permettre un accès à leurs données non identifiantes, à leur identité ou aux deux. Voilà, nous souhaitons distinguer la démarche volontaire du donneur et une sollicitation intrusive. Pensons par ailleurs enfin que les lois bioéthiques ne doivent pas soustraire une forme de rétroactivité et le système que la Commission propose mettrait en place cette rétroactivité. Voilà. Merci. Madame la rapporteure, sur ces 7 amendements, quel est l'avis de la Commission ? L'avis de la Commission est défavorable sur tous les amendements. Je ferai un commentaire d'ordre général.
quel est le système le plus juste? Quel est le système le plus égalitaire? Quel est le système qui heurte le moins? Aucun de ces systèmes ne peut prétendre à la justice et à la justesse parfaite, ni à l'égalité parfaite. Le système qui est voulu par le gouvernement laisse de côté tous ceux qui militent actuellement pour connaître l'accès à leurs origines. Ils ne pourront pas être aidés. Le système qui est adopté par la Commission prévoit que les donneurs qui ont déjà donné seront recontactés pour voir s'ils souhaitent lever l'accès aux origines, ce qui ne sera vraisemblablement pas possible si on ne fait rien. Donc, de ce point de vue-là, le système de la Commission paraît peut-être plus juste. Alors, trahissons-nous ainsi un contrat moral qui aurait été passé avec ces donneurs? Je voudrais simplement reprendre l'exemple des femmes qui ont accouché sous X. Eh bien, ces femmes-là, lorsqu'elles ont accouché, on ne leur a jamais dit qu'elles pourraient être recontactées, du moins celles qui ont accouché avant 2002, et elles sont légion. Et pour autant, aujourd'hui, le CNAOP, le Conseil national d'accès aux origines personnelles, recontacte ces femmes à la demande des enfants dont les mamans ont accouché sous X, alors qu'il existait peut-être le même contrat moral, sans doute d'ailleurs, et que la loi ne prévoyait rien à cet égard. Et pourtant, on le fait, et les choses se font. C'est exactement le même système que nous souhaitons mettre en place. Alors, la justice, la justesse, l'égalité, chacun peut y prétendre sur un point, pas y prétendre sur un autre. Je rappelle que notre souhait, encore une fois, était de trouver un point d'équilibre où les principes bioéthiques ne risquaient pas d'être écornés à terme, ce qui était, me semble-t-il, la moindre des choses dans une loi bioéthique. L'avis de la Commission est donc totalement défavorable sur tous ces amendements. Merci. Monsieur le ministre, quel est l'avis du gouvernement sur les 3 amendements? Puisque vous en avez présenté 4 sur les 7. Alors, je ne dis pas de bêtises, parce que comme il y a beaucoup d'amendements... Vous avez l'amendement 122 rectifié, l'amendement 233 rectifié. Alors, contre les défavorables sur les différents amendements au bénéfice des amendements du gouvernement. Donc défavorable sur les 3 amendements. Au bénéfice, ouais, des amendements du gouvernement. Merci. Monsieur le Président Bas. Merci, Madame la Présidente. Plus on avance dans la discussion et plus on compare la formule retenue par la Commission avec les formules alternatives qui nous sont proposées, plus j'ai le sentiment que c'est la formule de la Commission qui est vraiment la meilleure. L'idée que, ce que propose d'ailleurs le gouvernement, quelqu'un puisse s'engager sur ce qu'il fera dans 20 ans si on lui pose la question de la révélation de son identité à une personne issue de son don est une idée qui méconnaît tout ce qui peut se passer pendant ces 20 années. Enfin, vous donnez vos gamètes en étant célibataire, après un mariage, un divorce, la constitution d'une famille recomposée, on vient vous voir 20 ans après. Là, vous pouvez dire si oui ou non vous êtes en situation personnelle et familiale d'assumer la révélation de votre identité. Mais tant que vous n'avez pas vécu ces 20 années, l'engagement que vous prendrez pour dans 20 ans est pratiquement impossible à prendre. Et c'est la raison pour laquelle je trouve que la proposition du gouvernement méconnaît profondément la réalité de la vie que le donneur va avoir devant lui pendant toutes ces années où l'enfant issu du don va grandir. C'est pour ça que moi, je recommande vraiment à nos collègues de s'en tenir à la formule de la Commission. Madame la ministre, souhaitez-vous répondre? Oui, monsieur le sénateur, je pense que beaucoup d'entre nous, effectivement, ont ce sentiment qu'il est très difficile de se projeter dans 20 ans. Mais d'autres pays ont fait ce choix, le même choix que la France. Et en fait, ce qu'ils ont observé, c'est qu'ils n'ont plus du tout le même profil de donneur. Clairement, ce sont des gens qui ont un engagement altruiste, qui assument pleinement le fait d'être donneurs de gamètes sur un engagement altruiste. Ce sont des gens très engagés et qui en parlent plus facilement à leurs conjoints, qui sont en réalité dans quelque chose de, je ne vais pas dire militant, mais quasiment. Et donc, c'est un engagement de vie. Je rappelle qu'ils ont toujours la possibilité de reprendre cet engagement tant que les gamètes n'ont pas été utilisées.
et toutes les gamètes ne sont pas utilisées. Je rappelle aujourd'hui que nous avons environ 400 donneurs de gamètes masculines, par exemple, en France, et que seuls un peu plus de 200 ont eu des naissances issues de leurs dons. Donc, tant que les gamètes ne sont pas utilisées, ils peuvent rétracter leur engagement. Ils ne le peuvent pas après. Alors, pourquoi nous avons fait ce choix? Parce qu'ensuite, nous nous sommes placés du point de vue de l'enfant. Si, effectivement, on dit aux donneurs de gamètes, vous vous engagez maintenant, mais à tout moment, vous pourrez retirer votre autorisation au moment où vous serez recontacté, cela veut dire en réalité qu'on n'offre aucune, mais plus qu'aucune certitude aux enfants. C'est-à-dire qu'à tout moment, 20 ans après, tous les donneurs pourront dire en fait compte, je ne veux pas. Donc en réalité, ça crée un trouble. Et le risque, c'est que très peu d'enfants puissent en réalité avoir des données non identifiantes, voire identifiantes. Je vous rappelle que ça passe par une commission qui évalue les besoins de l'enfant, qui recontacte le donneur. Ça n'est pas une mise en contact direct. Ce n'est pas cela comme ça que nous l'organisons. Il y a une commission d'experts qui recueille la demande de l'enfant, qui ensuite donne des données non identifiantes. Si jamais ça ne suffit pas à la construction de l'enfant, alors l'étape suivante, c'est éventuellement des données identifiantes, avec la possibilité, par exemple, pour le donneur de gamètes de refuser évidemment un contact. Ça, le contact n'est pas du tout obligatoire. Ce qui est prévu, c'est simplement des données identifiantes. Et il nous semble que de mettre dans la loi que nous autorisons l'accès aux origines des enfants, mais que dans 20 ans, en réalité, tous les donneurs pourront au dernier moment se rétracter, c'est en fait une loi qui n'aura aucune effectivité et surtout qui entraînera des double régime d'enfants qui auront accès à leurs origines et d'enfants qui n'auront pas accès. Donc pour toutes ces raisons, le choix du gouvernement a été clair. Nous ne proposons aux donneurs de recueillir leurs gamètes que s'ils s'engagent sur le long terme à permettre l'accès aux origines, données non identifiantes dans un premier cas, puis données identifiantes dans un deuxième cas, sachant que pour avoir discuté avec des enfants nés de dons, les données non identifiantes suffisent souvent à la construction de l'enfant. Tous n'ont pas forcément besoin de connaître le nom et de toute façon, rien n'obligera jamais un donneur d'être mis en contact. Voilà. Merci. Monsieur Gorbizet, vous avez la parole. C'est un peu comme le don d'organes, c'est maintenant qu'effectivement il faut être sur un registre de refus. Quand quelqu'un écrivait dans son portefeuille ou donnait à ses proches en disant s'il m'arrive un accident, je suis donneur d'organes. Je estime que c'est un beau geste citoyen et un supra-citoyen puisqu'il s'engage pour d'autres citoyens au-delà de la mort. Par contre, sur l'histoire des dons de gamètes, tant qu'on était dans l'anonymat, on était des citoyens ou citoyennes vivant seuls ou en couple, mariés ou pas, et j'estime que c'était ce don de gamètes, c'est un peu un geste citoyen, un geste familial, de permettre à d'autres personnes de pouvoir avoir un enfant. Mais à ce moment-là, si je coupe bien votre raisonnement, c'est de dire quelqu'un qui voudrait faire un don de gamètes et qui dit moi je ne veux donner ni les éléments, ni mon identité, ni mes références, comme vous l'avez dit Madame la Ministre, et qu'à ce moment-là, il ne sera plus donneur possible. On vient à un moment donné empêcher des gens qui veulent continuer à être donneurs anonymes, de continuer d'être citoyens, à aider d'autres couples qui sont dans la difficulté. Et je me sens très gêné de dire, si vous ne voulez pas donner vos données personnelles ou identifiantes, vous ne serez plus considéré comme un donneur potentiel. Et ça me gêne beaucoup. Merci. Madame la Ministre, vous souhaitez répondre? Peut-être une toute petite remarque pour rebondir. En réalité, on ne donne pas pour se faire plaisir à soi. La problématique du gouvernement n'est pas de faire plaisir à des donneurs qui auraient envie de donner sous un autre régime, etc. La problématique du gouvernement, c'est de répondre à quelque chose qui est unanimement reconnu aujourd'hui, qui est la nécessité pour un enfant de connaître ses origines pour se construire, et donc de
permettre à ces enfants nés d'un don, je rappelle qu'ils sont quand même très peu nombreux, mais de leur donner... Donc, pour nous, la priorité aujourd'hui, c'est la construction de l'enfant. Et pour cela, nous ne souhaitons pas un double régime de donneurs anonymes ou des donneurs qui acceptent. Vraiment, nous voulons clarifier les choses. Et donc, ce sont... voilà. Les donneurs sont d'ailleurs le plus souvent des personnes qui connaissent des couples qui ont des difficultés à avoir des enfants et donc qui s'engagent dans le don vraiment parce qu'ils ont un engagement personnel très, très profond. Merci. Monsieur Bigot, vous avez la parole. Merci Madame la Présidente. Je pense que l'histoire de l'anonymat, il faut la situer aussi dans le passé. Elle est liée quand même à cette idée de, là, dans le cadre de l'AMP, pour des couples hétérosexuels, on a toujours essayé de faire en sorte de ne pas dire qu'il y avait don, de faire comme si l'enfant était né de cette femme et de cet homme. Et c'est au fur et à mesure que l'on accepte. On a accepté dans les familles de dire qu'il faudra lever l'anonymat, comme l'a dit tout à l'heure le ministre, parce qu'il y a une vraie quête de la part des enfants. Donc, le donneur, lorsqu'il va donner, et c'est la raison pour laquelle à l'article 5A, dans notre travail de commission, on a prévu qu'il y ait une valorisation des donneurs sous forme d'un statut honorifique, parce que c'est un geste généreux, citoyen, mais qui est fait pour permettre effectivement à des parents d'avoir un enfant alors qu'ils ne peuvent pas, mais dans le cadre d'une vérité biologique et non sociologique et non biologique. Et je pense qu'à partir du moment où le donneur saura, il n'y aura pas de difficulté. Il ne peut pas prétendre qu'il doit plus tard être à la fois sollicité. Par contre, notre gouvernement, j'en profite de notre propose un amendement 293 que nous ne souscrivons pas parce que nous sommes, en ce qui concerne le passé, plutôt de l'avis de la Commission, qui était exactement la même chose que les enfants nés sous X, c'est-à-dire que permettre à un enfant qui est en quête et qui ne veut pas se contenter de ce qu'il va trouver dans des algorithmes américains, de demander à la Commission de pouvoir accéder à l'identité d'un donneur, et à ce moment-là, on consultera le donneur. S'il ne refuse, il refuse. Donc nous ne voterons pas l'amendement 293 du gouvernement, nous voterons l'amendement 292, 265 rectifié et le 281. Merci Madame la Ministre. Merci. Je sais que vous avez déjà eu beaucoup de débats sur le fait de recontacter les donneurs et par analogie au CNAOP et à l'adoption. D'abord, je pense quand même qu'un enfant né sous X orphelin, qui n'a pas de famille, n'est pas tout à fait dans la même situation qu'un enfant né de PMA avec tiers donneur, qui a une famille aimante et qui souhaite à un moment contacter une commission pour accéder à d'autres informations parce qu'il sait qu'il est issu d'un don. Je trouve quand même que de faire l'analogie me pose problème. Et deuxièmement, je vous alerte sur le fait que nous votons là, nous voterions, enfin vous voteriez, pardonnez-moi, là une disposition qui rend la loi rétroactive. Moi, j'ai vraiment un problème sur la confiance que peuvent avoir nos concitoyens si tout d'un coup, par rapport à un engagement et à une législation, nous décidons de changer les règles et nous revenons vers des donneurs qui, pour le coup, je reprends quelque part les arguments de M. Barbe, mais pour le coup, ont construit leur vie là, cette fois-ci, en sachant qu'ils ne seraient jamais recontactés et que tout d'un coup, un médecin du SECOS fait irruption dans la vie 20 ou 30 ans plus tard. Alors là, pour le coup, l'engagement était clair. C'est qu'il n'aurait plus jamais de nouvelles des SECOS. C'est autre chose que la situation dans laquelle, aujourd'hui, les donneurs s'engageront en sachant qu'à tout moment, dans 20 ou 30 ans, ils donnent leur accord pour cela, ils pourraient être recontactés. Donc là, moi j'ai une très grande prudence, je trouve ça assez choquant à titre personnel qu'on puisse, par rapport à un engagement moral, revenir sur une loi précédente et je pense que ça fragilise quelque part tous les engagements que nous pouvons prendre pour les futurs donneurs à l'avenir. Bien. Madame de la Gontrie. Madame de la Gontrie, vous avez la parole. Pardonnez-moi, mais par rapport à cet argument, Madame la Ministre, alors je n'ai rien compris, ce qui n'est absolument pas exclu. C'est un droit d'option, donc la personne sera contactée, donc elle pourra dire non. Donc autant je suis d'accord avec vous sur le fait qu'on ne peut pas changer les règles du jeu, autant à partir du moment où la personne recontactée pourra dire non, je ne vois pas où est le problème. Mais comme je ne suis pas pour cet amendement, mais pour celui du gouvernement, mais voilà, ne semez pas la confusion dans l'esprit de nos collègues, car je pense que le problème que vous soulevez n'existe pas. Je vais donc mettre aux voix l'article 3 qui est pour,
Qui est contre? Il est adopté. Le Sénat a donc voté pour la levée partielle de l'anonymat des donneurs de gamètes. Concrètement, à l'âge de la majorité pour un enfant issu d'une procréation médicalement assistée, eh bien, le donneur de gamètes concerné pourra consentir ou non à révéler son identité de manière à faciliter l'accès aux origines de l'enfant. Les débats sur ce projet de loi bioéthique reprennent cette semaine et on vous fera vivre dans les matins du Sénat tous les temps forts de ce débat sur le projet de loi bioéthique. C'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi. Vous pouvez revoir tous nos programmes sur notre site internet publicsénat.fr. Très bonne journée sur Public Sénat.